Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Qui ne s'est pas délecté de ces vers d'Alphonse de Lamartine pour au moins 1 minute de sa vie, 1 seconde même? Qui n'a pas voulu s'arrêter un moment, respirer, oublier son quotidien, se ressourcer, se retirer de la nature pour admirer un beau paysage, vivre des gestes simples de la vie courante? Heureusement qu'il y a encore des artistes pour nous faire rêver, pour nous permettre de donner du temps au temps. L'artiste que nous recevons ce soir en a fait sa spécialité. Est-il un artiste peintre ou est-il un photographe? La réponse dans quelques minutes. Chers amis internautes, bonsoir. Je vous reviens avec notre invité. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Bon, moi c'est Henri Caillard, et plus connu sous le nom de Monsieur Henri, le photographe. Donc, j'ai 2 noms. Quelques personnes m'appellent Monsieur Henri, d'autres Henri Caillard. Merci, Monsieur Henri, alias Henri Caillard, ou Henri Caillard, alias Monsieur Henri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous demandons aux internautes de ne pas oublier de partager le lien pour nous. Nous sommes sur la page Facebook Moi c'est, sur YouTube. Chers amis internautes, retenez le lien qui est sur l'écran et abonnez-vous. Monsieur Henri a beaucoup à nous dire. Il va nous revenir tout de suite quand nous avons le proverbe de Berman Fleury. À tout à l'heure, Monsieur Henri. À tout de suite. Bouche grand moun senti, mais parole qui sorti là-dedans pas senti. Monsieur Henri, tu as entendu le proverbe? Bouche grand moun senti, mais parole qui sorti là-dedans pas senti. Bouche grand moun senti, mais parole qui sorti là-dedans pas senti. Okay. Alors, Henri Caillard, parle-nous de tes études, les études que tu as effectuées. Bon, d'abord, et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être à l'émission aujourd'hui. Donc, je remercie Florence, Flo, comme je l'appelle, d'avoir pensé à m'inviter. Donc, tout le plaisir pour moi d'ailleurs.
Alors, elle m'a demandé de parler de mes études. D'abord, est-ce que ce sont les études classiques ou bien les études en photographie ou en quelque chose d'autre, je ne sais pas. D'abord, je vais dire pour les études classiques, bon, j'ai commencé comme tout le monde à l'âge de 5-6 ans chez les frères de l'instruction chrétienne. Ensuite, je suis passé au séminaire chez les pères du Saint-Esprit. Et ensuite, j'ai été faire mes humanitaires au centre d'études secondaires avec ces messieurs-là qui revenaient de la Sorbonne, Pierrot Richer, Pradel Pompilus et puis Jean-Claude. Donc, je crois que j'ai eu un parcours scolaire assez brillant, il faut le dire. Et puis, voilà, je me préparais ardemment à embrasser une profession que j'avais choisie. C'était la médecine ou bien n'importe quoi, parce que j'étais prêt pour tout, j'étais bien préparé. Ce serait sûrement en Haïti ou bien à l'étranger. Voilà, brièvement. Henri, le 24 avril 1970, 119 hommes sous le commandement de leur chef, le colonel Octave Caillard, ton oncle, à bord de 3 navires, ils ont pris position dans la rade de Port-au-Prince et ont ordonné à François Duvalier d'abandonner la présidence en tirant sur le palais. Tes parents, ils sont tout de suite arrêtés sans connaître la cause de leur captivité. Il leur a fallu être à Fort-Dimanche, cette prison d'horreur, pour savoir pourquoi ils avaient été emprisonnés. Ton frère et toi, vous partez en cavale, sans savoir où se trouvait votre sœur, et votre sœur non plus ne savait pas où vous vous trouviez. Cette terreur a duré environ 4 mois. Maintenant, le 4 février 2020 sur Facebook, tu racontes cette page de ta vie. Tu nous as dit au début que tu étais photographe, mais est-ce que c'est cette émotion qui t'est revenue? Est-ce que c'est ce qui t'a poussé, t'a motivé pour écrire des nouvelles, surtout sur Facebook? Bon, alors pour te répondre brièvement, parce que c'est une histoire assez longue, et comme tu dis là, le 24 avril, mon oncle Octave Caillard, qui était commandant des gardes-côtes, avec 119 officiers, ils ont pris la mer et puis ont commencé à bombarder François Duvalier pour que ce dernier abandonne le palais national. Bon, à la suite de tractations avec de Duvalier avec l'ambassade américaine, des choses comme ça, et bon, et la chose a échoué. Donc nous, et de la famille, au départ, on ne savait rien, mais les gens du quartier nous ont avertis que ça nous concernait, ça concernait notre famille, et qu'il fallait nous mettre à l'abri. Et mon père, pratiquement, s'est rendu à la police, accompagné de ma mère, et mon frère et moi, Franz, avons décidé de partir en cavale, sans savoir où ça. Donc, ça a été une longue aventure qui a duré 7 mois. Mon père et ma mère, mon père est resté en prison 7 mois, ma mère peut-être 5 mois. Et puis, voilà. Donc, on a dû changer de plan en 4 ou 5 fois. C'est ainsi que l'histoire que je raconte là sur Facebook, c'était pour rendre hommage à une dame qui nous avait sauvé la vie. C'était Madame Marlène Bailly. Alors, pendant que nous étions dans une maison, je dois le dire, la veille, et bien cachée, la police a débarqué. Nous, on a eu la vie sauve en sautant par un muret à l'arrière de la maison, et puis on s'est caché dans le voisinage, et on a pu faire appel à notre oncle, qui est venu nous prendre là où on était. On était derrière le muret. Et puis, on a été d'abord à Delma 48, qui était une route non asphaltée et peu fréquentée. Et là, on a attendu de la voiture de mon oncle, Milo. OK?
Milo Charles, qui était directeur de la douane à l'époque. Et on a attendu l'arrivée d'une voiture. Une fois la voiture arrivée dans le noir, il était peut-être 9 h du soir, elle s'est garée devant la nôtre, alors devant la voiture de notre oncle Émile, qui nous a ordonné de descendre et de monter dans notre voiture. Et c'est alors que la dame qui était au volant, qu'on ne connaissait pas, et elle ne nous connaissait pas non plus, et puis elle nous a dit qu'elle était mère des enfants aussi et qu'elle faisait ça juste en tant que mère. C'est elle qui nous a conduits à l'ambassade, l'ambassade du Venezuela, où on pensait avoir un peu plus de sécurité. Parce qu'à l'époque, cette dame-là avait risqué sa vie, parce que toutes les personnes, d'abord la police était à nos trousses, était en train de nous chercher, un peu partout, dans tous les quartiers, il y avait des fouilles, et à chaque fois, c'est de justesse qu'on arrivait à échapper des griffes de la police et d'être au tomacoute. Donc, le risque était grand pour les gens qui acceptaient de nous héberger, parce que automatiquement, c'était la coutume sous ce gouvernement de Duvalier, et c'est la famille qu'on passait aux armes. Responsable ou pas, et on passait la famille aux armes, ou bien on les emprisonnait, et pour la vie, ou bien pour la mort, si vous voulez. Donc, cette dame a pris la chance de nous conduire à l'ambassade, et puis on est resté à l'ambassade peut-être une quinzaine de jours. Mais c'est là encore que nos débats allaient commencer à partir de l'ambassade, parce qu'à un certain moment, on nous a foutu dehors de l'ambassadeur même. Et puis, j'ai dû presque me battre avec l'ambassadeur pour sortir de l'ambassade sous la pluie, une ambassade qui était surveillée. Mais heureusement qu'on avait une tante qui habitait de l'autre côté de l'ambassade, juste en face, et Mme Francélie Bayard. Donc, on s'est réfugié là un moment pour 2 jours, et puis, entre on s'est débrouillé jusqu'à trouver une plante quelque part à Delma 33 qui n'était pas développée. Et puis, on est resté là jusqu'à la libération de ma mère. Puis, mon père a été libéré en octobre de la même année. Et Duvalier avait compris que c'est pas que nous ne sachions rien, mais que ce n'était pas nécessaire de faire un massacre de nous, parce que nous étions une famille respectable. Donc, en fait, en gros, c'est ça l'histoire. Mais maintenant, est-ce que c'est ce qui t'est revenu à l'esprit, qui t'a poussé à écrire, à commencer à écrire des nouvelles? Donc, maintenant, alors je dois te dire que, d'abord, depuis mon enfance, mon père, qui est ce qu'on appelle un intellectuel, c'est-à-dire qui aime les choses de l'esprit, il adore Lamartine, La Fontaine, il adore les grands écrivains contemporains. Donc, il m'a toujours entraîné, et à sa suite, à apprendre les grands de la littérature française. Sans compter qu'à l'école, je faisais des dissertations assez prisées. Donc, j'étais toujours premier en dissertation française. On m'avait toujours dit que j'avais une belle écriture. Bon, ça a duré toute ma carrière classique. Quelqu'un qui écrit bien. Bon, maintenant, mais avant de commencer à écrire vraiment sur Facebook, j'ai commencé à écrire mon livre. J'ai écrit un livre qui est sorti en 2013. Et c'est après avoir été déçu j'avais confié l'écriture du livre à 2 ou 3 personnes, l'une après l'autre, pour faire l'écriture du livre. Mais j'étais complètement déçu. Alors, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi je ne sais pas moi-même? Et puis, j'ai essayé un petit bout d'après une photo. Le livre était un carnet de voyage. Et puis, j'ai vu que ça marchait, que ça me plaisait. Alors, j'ai écrit tout le livre, et à ma façon. Et quand je relisais le livre, qui était déjà en chantier, et ça me plaisait énormément. J'ai fait lire par d'autres personnes qui étaient vraiment
étonné de voir la capacité avec laquelle j'arrivais à écrire, à décrire surtout. Donc, à partir du livre, j'ai commencé à... Mais j'écrivais toujours chez moi, sans publier. Parfois, je publiais sur les journaux, des réflexions comme ça, philosophiques, de nouvellistes. Et puis, j'ai toujours aimé écrire. Donc, j'avais des tas de manuscrits chez moi, mes tiroirs, et que je compilais là, de quel but, je ne sais pas. Et puis, quand maintenant j'ai intégré Facebook, j'ai trouvé que Facebook manquait quelque chose. Alors, je me suis mis un jour à raconter des petites histoires. Et puis, j'ai vu que ça plaisait aux gens. Et puis, j'ai continué à mettre de l'animation sur ma page. Et j'ai vu que les gens s'aimaient. Il y avait 360 commentaires, 600 commentaires, des partages. Et puis, je me suis laissé prise au jeu. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis presque plus écrivain que photographe. OK? Je cite en passant. Au fait, tu ne nous as pas dit, tu ne nous as pas donné le contenu de ce livre qui date de 2013. Ça s'appelle comment ce livre-là? OK. Le livre s'appelle Haïti, quand la lentille, c'est une partie de la caméra, quand la lentille se fait palette, la palette, c'est le petit plateau et dont se sert le peintre. Le peintre pour peindre. Toi qui peins, tu connais bien. Donc, c'est un titre assez bizarre. Et le titre a été trouvé par un ami à moi, RVD, parce que je venais de faire une découverte. OK, une découverte. Alors, l'histoire est assez longue. Je reprends pour toi comment je suis arrivé au livre. Et je suivais des cours depuis plus de 20 ans à l'étranger. Et dès qu'il y avait ce qu'on appelle un workshop, un atelier de travail, ou bien un séminaire, mais je dépensais beaucoup d'argent dans les séminaires, les workshops, et en Allemagne, en Italie, au Canada et aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et je gagnais des prix aussi. OK? Et maintenant, il y a un jour, il y a un maître photographe qui m'a dit, écoute, Henri, il faut que tu publies un livre. OK? Parce que si tu ne publies pas quelque chose, tu ne seras jamais considéré comme un photographe, tu ne seras jamais considéré comme quelqu'un de valeur, un photographe qui a de la valeur. Donc, il faut te débrouiller pour publier. OK? Ça, j'ai noté. Ensuite, mais excuse-moi, Henri, ce livre, tu as parlé d'Allemagne là. C'est en Allemagne que tu as étudié la photographie? Non, j'ai pratiquement pas étudié la photographie. Je suis ce qu'on appelle un self-made man, OK, autodidacte. Autodidacte. Et j'ai étudié avec mon ami RVD. Et à la suite de l'incident qu'il y a eu, j'étais en train d'aider un photographe que je lui avais donné une chambre chez moi dans la cour pour mettre sa chambre noire parce qu'il avait un problème de chambre noire. Et puis, je le regardais travailler. Et puis, un jour, il y a eu un incident et j'ai payé les pots cassés. Depuis là, je me suis dit, bon, OK, je vais me mettre à la photographie. Pourquoi? Parce que je dois dire que après mes études scolaires, après la philosophie, OK, et toutes les portes des universités nous étaient fermées, à mon frère et à moi. OK, il n'était pas question que dans une université publique, comme la médecine, l'agronomie, la faculté des sciences, il n'est pas question que Caillard rentre. Ce nom était un peu, disons, honni. OK? D'ailleurs, on circulait, mon frère et moi, on ne circulait pas tellement. Et on était déjà en 71, Duvalier n'était pas encore mort, et puis Duvalier père alors. Et puis, on a dû quand même trouver un moyen d'aller à l'école.
Et puis, sans compter que la maison de chez nous avait été pillée, on était pauvres, on était gueux, c'est les gens qui nous aidaient, mon père ne travaillait plus, il était député à la Chambre, et même vice-président de la Chambre des députés avant les incidents, avant les événements. Ma mère ne travaillait plus, et nous, les garçons, il fallait que l'on vive. Mais il fallait qu'on aille à l'école aussi. Donc, mon frère s'est inscrit à l'école Lionel Lecomte en génie. Moi, j'ai choisi de faire les hautes études commerciales chez Dabas. Et avec un petit job que j'avais trouvé à l'hôpital du Canapé Vert, tout près de chez moi, c'était $70 par mois, comme assistant comptable, parce que j'avais déjà fait la comptabilité chez Crane. Et puis là, on se débrouillait plus ou moins. Maintenant, quand j'ai commencé à faire la photographie, et c'était d'abord pour m'amuser, et puis j'essayais, je photographiais les gens, c'est les jeunes filles, les hommes, les jeunes gens, juste pour améliorer ma technique. Et j'ai vu que tout le monde aimait. Les gens s'aimaient et ça leur faisait plaisir. Je me suis dit, bon, ok, je vais commencer par demander un petit argent. Et puis, plus je demandais de l'argent, plus les gens payaient. Maintenant, on m'a donné à faire des mariages, j'ai commencé à faire des baptêmes, j'ai fait des communions. Les gens aimaient, les gens, c'était la photographie noir et blanc. Ils aimaient mon style. Et je mettais aussi un peu de style de moi-même. Parce qu'un photographe, ce n'est pas d'abord être un photographe, il faut avoir un style. Ça, je parle pour les photographes qui, en herbe, qui arrivent. Il faut avoir un style. Il faut être un gentleman et savoir pratiquer et le culte de l'amitié. C'est toute une histoire, c'est toute une vie. Ce n'est pas simplement après de la photographie. Il y a un côté courtoisie qu'il faut développer. Alors, j'ai commencé pour m'amuser et pour améliorer mes techniques à faire des photos, de portraits. J'allais chez les gens. J'avais même pas de caméra, de valise de caméra. Ma caméra et mon flash étaient dans un sachet. OK? Et j'étais à pied le plus souvent. Parfois en taxi. Et j'ai vu que les gens aimaient ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à augmenter mes prix. J'ai dit, OK, je vais faire comme tout le monde, comme tous les photographes. D'autant plus que j'avais une qualité en plus. J'avais tout de suite compris que être photographe, ça veut dire aussi être quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'abordable, quelqu'un de sympathique. Ça fait partie, ça fait 50 parties du métier. Vaut mieux être un piètre photographe et être sympathique qu'un photographe de valeur et être mal élevé et indifférent. Les gens, ça ne marche pas. Ça, je le dis pour les photographes en herbe. OK? Donc, j'ai commencé à faire des mariages, les gens aimaient. Je fais les portraits, les gens aimaient et payaient. Et demandaient des agrandissements. Et à côté des $70 que je touchais à l'hôpital du l'hôpital, comptable, quand je faisais mes comptes en fin du mois, comparativement aux $70, je voyais des chiffres comme $750, $680, des choses comme ça. Je dis, c'est pas possible, mais je viens de commencer. Et bien, il semble qu'il y a de l'argent dans cette histoire-là. Mais mon père n'était pas content. Mon père, il ne voulait pas avoir de fils photographe. Il voulait avoir un médecin, un docteur en philosophie qui aurait étudié à la Sorbonne quelque chose de la lignée de la famille, tu vois, un métier respectable. Parce que ce n'est pas que le métier de photographe à cette époque n'était pas respectable, mais tout le monde, dès que tu avais une caméra au cou, l'image du photographe, c'était quelqu'un qui se promenait à travers la ville avec une caméra au cou et qu'on appelait hey, photographe, venez me faire 2 poses. Donc, en général, c'était ça, à part les grands studios de Chaton, de Abraham, mais les photographes ambulants, ce n'était pas quelque chose de très respecté. Or, j'étais ambulant, je n'avais pas de studio. Mon père me regardait un peu à côté, OK, il n'a jamais, et peut-être, il a pu admettre que je suis photographe que très tard.
Mais j'ai continué quand même avec mes études en sciences économiques et en affaires, juste pour avoir le diplôme et ne pas lui dire que je ne faisais rien à la maison. Parce que quand tout le monde partait et sortait le matin, moi j'étais là, en short, attendant le temps de rentrer en chambre noire, ça ne lui faisait pas. Ma mère, plutôt tolérante, au contraire, ma mère m'aidait, c'était une infirmière qui m'aidait à préparer des choses. Donc, elle avait compris la situation. Moi, je continuais mon travail. Ce qui m'intéressait pour l'époque, c'est que je gagnais de l'argent et l'argent ne servait pas seulement à mes besoins, ça servait à toute la famille. OK? À partir de la photographie, on a pu s'habiller mieux, manger mieux, sortir un peu, et aux grandes dames de mon père, OK? Qui vraiment n'était pas vraiment prêt à avaler cette histoire. Donc, ça a été comme ça. Et puis en 1981, j'ai ouvert mon propre studio après avoir travaillé dans les 2 grands plus grands laboratoires du pays. C'était chez Pressoir Jérôme, à Eticololab, où j'ai passé 3 ans. Ensuite, chez Dominique Simon, où j'ai passé 3 ans aussi, où j'ai beaucoup appris. Et puis, en fin de compte, j'ai décidé d'ouvrir mon propre laboratoire à la LU. Et là, maintenant, ça a eu le boom. Ça a été le boom dès le premier jour. Et tous mes clients qui étaient à Eticololab et chez Dominique Simon sont venus me trouver. Et par chance pour moi, il y a eu un concours national organisé par Jacques Duvalier en 1981 exactement. Je me suis dit, bon, OK, ce concours-là, c'était $3,000 américains le prix, le premier prix. Je me suis dit, bon, je vais prendre ma chance. Je m'appelle Caillard, mais quand même, je prends la chance. Et puis, je suis parti en campagne, OK, et j'ai fait une photo de l'Artibonite. J'ai fait la photo, disons, un vendredi, disons. La photo était tellement bonne que je suis parti lundi pour New York. Je suis parti acheter le costume avec lequel j'allais recevoir le premier prix. Et les résultats étaient prévus dans 15 ou 22 jours. Moi, je suis parti 3 jours après. Et à New York, j'étais chez Barney's, alors que partout les costumes se vendaient $100, $115. J'ai acheté un costume chez Barney's, qui était le top des tailleurs de New York à l'époque. Et j'ai acheté un costume pour $250 pour aller recevoir le prix. OK? Donc, je suis rentré en Haïti, mon costume bien ajusté sur moi, et puis j'attends. Maintenant, le jour et la veille de la reprise des prix, il était 11h du soir quand un ami, le docteur Dalancourt, m'a appelé pour dire, Henri, écoute, tu viens de gagner le premier prix. Je dis, comment? Vraiment? Figure-toi en plein sommeil, on te réveille pour te dire ça. Et puis, il me dit oui. Et il y a eu des problèmes là parce que le jury ne voulait pas te donner le prix à cause du nom. Parce que c'était le concours, c'était de photographier les œuvres de Jacques Duvalier. Moi, j'avais photographié le pont Sondé sur l'Artibonite, à une superbe photo où le pont qui est un peu en arc de cercle. Alors, la photo a été faite à 6h du soir et le même pont reflétait en double image dans l'eau de l'Artibonite. Et avec un coucher de soleil derrière, et c'était extraordinaire, une photo en couleur. Et le jury ne voulait pas, à cause du mono, me donner le prix. Heureusement pour moi, il y avait Chaton Roy, d'après ce qu'on m'a dit, dans le jury. Il a dit, je fais un scandale national si on ne donne pas ce prix à Henri Caillard. Et Chaton, on savait que Chaton ne puisserait pas avec des choses. Et en fin de compte, après maintes discussions, on a été d'accord. Au contraire même, j'aurais gagné 2 prix. Donc, on s'est entendu, OK, on donne le prix à Henri Caillard. Et puis 2 jours après, la télé nationale m'appelle pour me dire on a besoin de moi. Et puis, c'était la remise des prix en direct à la télévision, avec mon beau costume. Oui. C'était Fred Boutus qui remettait les prix.
j'ai fait mon speech, tout ça, et ça a fait un tollé. Voilà que Henri Caillard gagne le prix des œuvres de Jacob Duvalier. Un Camoquin qui gagne le prix Ironie. Duvalier. OK? Donc, dès lors, j'ai commencé à recevoir beaucoup plus de gens et les gens sont afflués pour venir voir la photo qui est exposée chez moi. OK? Pas chez moi, alors au studio. Et puis, c'était parti comme ça. C'est parti comme ça. Et puis, je me suis arrangé pour me battre avec les compétiteurs, parce qu'il y avait un problème avec les compétiteurs. OK? Et bon, en fin de compte, ça a grandi. Et puis, depuis ce jour-là, 1981, je peux dire qu'on occupe une place importante sur le marché de la photographie. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 50 ans. Je dis pour les jeunes internautes qui nous écoutent que tu n'as pas ouvert un studio, mais tu en as ouvert 4. C'est ça. Parce qu'il y avait la demande pour les studios, M. Henry, c'était toute la République. OK? Il fallait qu'on ouvre peut-être... il fallait qu'on fasse... excusez-moi, qu'on fasse peut-être 30 studios. Mais c'était pas possible. Donc, on a choisi, mon frère et moi, de faire le Cap, Saint-Marc, et puis 3 à Port-au-Prince. Ça faisait 5 à un certain moment. Sans compter à Jacmel. Quand j'habitais à Jacmel, j'avais un petit studio aussi. Donc, la demande était forte parce qu'on avait fini par développer. N'oublie pas que je prenais des cours à l'étranger. Non seulement les cours sur les techniques de développement, mais les cours sur comment accueillir les clients, comment balancer les prix. Le tout, c'est une question d'accueil. OK? Et puis, on a eu beaucoup de publicité aussi. Et puis, quand on avait beaucoup d'amis, les amis. Et écoute, dès qu'on fait une affaire, un business, il faut vraiment compter sur l'apport de ses amis. OK? Les étrangers, les gens que vous ne connaissez pas ne vont pas venir facilement. Ils vont vers les gens qu'ils connaissent. Tout à fait. Donc, nous, on a vraiment compris ça. Parfois, je partais pour des séminaires, mais c'était des séminaires assez chers qui n'avaient rien à voir avec la photographie, mais c'était des séminaires de communication. OK? Et comme ma passion aussi, c'était la psychosociologie, la psychologie aussi, c'était l'une de mes passions. Je lisais des tas de livres, des tas de séminaires. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Et maintenant, j'ai su comment capter les gens, comment les retenir, des petits cadeaux, des sourires. On a mis des secrétaires derrière le comptoir et attrayants. Et alors, il y a tout un savoir-faire, tu vois. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on a eu 4 studios, mais 5 studios, mais 6 studios. Puis, maintenant, il y a 2 qui sont fermés à cause de la situation. Peut-être même 3. Mais on ne peut pas se plaindre. Henri, on va faire une petite pause et puis tu vas nous parler de ce livre extraordinaire que tu as publié. OK. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera.
Chers amis, nous sommes avec Henri Caillard qui va nous plonger maintenant dans un univers très peu connu. Il nous permet de découvrir notre Haïti chéri. Il va nous réveiller et nous donner un bain de fraîcheur. Henri, ton livre s'appelle Haïti, quand la lentille se fait palette. Tu as commencé à nous expliquer pourquoi tu avais choisi ce titre, ou du moins ton ami qui l'avait choisi pour toi. Est-ce que tu peux continuer à nous donner les détails de ce beau titre? Ok. Voilà ce qui arrive. Je t'avais dit qu'en France, on m'avait dit qu'il fallait que je publie un livre. Maintenant, là, nous sommes en 1900, disons 1980, non, disons nous sommes en 2007 à peu près. 2006, 2007, 2006. Pour des raisons de sécurité, j'avais pris refuge à Jacmel pendant 3 ans. Et là, à Jacmel, j'ai commencé à faire des photos de paysages, c'est ma spécialité aussi. J'ai suivi beaucoup de séminaires sur les paysages, et d'autant plus qu'Haïti ne manque pas. Et puis, j'avais peut-être déjà fait une trentaine de photos superbes de Jacmel. De Jacmel, je partais pour les Cailles, pour le sud. Je partais pour la Grandance et je revenais à mes bases. Mais maintenant, je ne voulais pas faire un livre comme tout le monde, parce qu'il y avait déjà plusieurs photographes qui avaient publié des livres. Je m'étais toujours dit que, écoute Henri, toi, tu es toujours original, il faut faire quelque chose d'original. Ton studio a été original, tes photos étaient originales, ok, donc pas question de suivre les sentiers battus, il faut te débrouiller pour faire un livre différent. Je ne savais pas quoi. Maintenant, il y avait quelque chose qui m'intriguait. Quand je faisais mes photos, mes portraits, par exemple, je les agrandissais en grand format et je les vendais. Mais je remarquais que les gens ne faisaient pas tellement compte de... C'est-à-dire, n'accrochaient pas vraiment les photos chez eux. Ok, les murs étaient plutôt décorés avec ou bien des tableaux de peintre chers, ou bien avec des almanachs, avec des petits chats dans les paniers, des choses comme ça. Ça ne me plaisait pas, parce que moi, je faisais de bonnes photos, je voulais que mes photos aillent au mur. J'ai commencé à imprimer mes photos de paysage sur toile. Et la première chose, il y a un ami à moi, un beau-frère, j'avais fait la photo d'un vieillard à Keskoff, et lui, il m'a demandé d'agrandir la photo pour lui, ce que j'ai fait, et il m'a offert de me payer $30, ce que je n'espérais pas. Et il a accroché ça chez lui, et ça a eu beaucoup de succès. Je me suis dit, ah bon, si ça a eu beaucoup de succès, c'est qu'il y a un marché de des photos de paysages, ou bien des photos du terroir. Alors, je me suis concentré sur les photos de vieillards, les rivières, des choses comme ça. Excusez-moi. Maintenant, ce qui ne me plaisait pas, c'est qu'un jour, j'étais à Miami, 2007 à peu près. C'est les années 2000. J'avais fait une photo pour quelqu'un du gouvernement, quelqu'un d'assez important, et qui avait tellement aimé la photo, la personne m'avait demandé d'agrandir la photo en 16:20. Ce que j'ai fait. Et la photo, je lui ai remis la photo, mais en plusieurs fois, j'étais chez lui, la photo n'était pas encadrée. Et puis un jour, il m'appelle à la maison, à Miami, il me dit, écoute Henri, je dois te voir, j'ai quelque chose à te montrer. Quand j'arrive, il me dit, tu vas avoir une surprise, tu vas voir. J'arrive au salon et je vois une peinture bien encadrée, avec encadrement extraordinaire, et c'est la copie conforme de la photo de ce monsieur, un ami, que j'avais faite. Copie conforme. C'est-à-dire, le peintre avait, à partir de ma photo,
copié la photo, ok, et il avait revendu, il avait vendu c'était une commande au propriétaire. Il m'a dit, regarde comme c'est bien fait. J'ai regardé, j'ai ri un peu jaune, j'ai souri jaune, parce que c'était ma photo, c'était vraiment exactement la même chose. Il m'a dit, tu sais combien ça m'a coûté? Je dis non. Il dit, bon, mais la photo a été, et la peinture est de Carole Teilhard. Carole Teilhard, à l'époque, c'était un fameux peintre qui demandait beaucoup d'argent pour ses tableaux. Il dit, ah, c'est Carole Teilhard qui a fait. Il a dû te charger beaucoup d'argent. Il m'a dit, non, 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 non. Il m'a donné un prix d'ami. J'ai payé $4,000 US. Alors que ma photo, j'avais chargé $115. Mais 115 normalement, au point de vue des droits d'auteur, ils n'auraient pas dû refaire la Bon, photo. bon, Ils auraient dû te demander ton autorisation et toi, tu étais supposé donner une autorisation écrite pour la reproduction. ça, je Lui, savais. en tant que peintre, n'était pas supposé le faire. Mais tu sais, en Haïti, l'amitié est plus importante, tu vois, qu'aller faire des procès et perdre des amis. Haïti, c'est un peu tout le vumsedo, comme on dit. C'était pas question d'aller faire un procès quelconque, je savais ça, mais j'ai laissé passer, j'ai pris le coup. Ma photo avait coûté $115. La copie en peinture avait coûté $4,000. Bon, ça m'a fait un choc. Ok, je me suis dit, bon, Henri, tu dois te débrouiller. Il y a quelque chose à faire avec tes photos parce que c'est pas possible. Et puis un jour, à Port-au-Prince, je passais à Delma 33. Et puis là où les peintres exposent leur tableau là sur la clôture de l'école Saint-Gonzague, il y a un tableau qui a attiré mon attention. J'ai arrêté la voiture, j'ai fait marche arrière, et je dis, mais ça c'est ma photo. Ok, excusez-moi. Mais c'est une magnifique photo que j'avais faite de l'Artibonite qui représentait une dame avec ce qu'on appelle un laïer de riz et qui déversait le riz et à ses pieds. C'était comme bon enlever de la paille. Et la photo a été faite au coucher du soleil. La photo avait eu beaucoup de succès. J'avais fait des posters avec. J'arrivais à faire des posters ici à Miami à $10 et le poster. Alors, je suis descendu, j'ai été parler au type, je lui ai dit, hey, et comment ça va? Il m'a dit, ça va, ça va. Je lui ai dit, écoutez, cette photo-là, ce tableau-là, c'est très joli. Hein? Il m'a dit, bon, j'aime, oui, si vous aimez, c'est à vendre. Je lui ai dit, combien? Ça coûte combien? Il m'a dit, bon, comme c'est pour vous, je dois vous aimer, et donnez-moi $1,500 haïtiens. Et $1,500 haïtiens, c'était plusieurs fois et les $10 auxquels je vendais mes photos, cette même photo. Et puis, je lui ai dit, mais vous en vendez beaucoup. Il m'a dit, ah mon cher, sans cette photo-là, je serais mort de faim. Cette photo-là, ce tableau-là, dès qu'il y a un blanc qui passe par ici, ou n'importe quelle personne, ces gens s'arrêtent et n'achètent que cette photo. J'en vends à peu près 4 ou 5, je fais les copies par semaine. Et avec ce tableau-là, j'ai bâti une maison, j'ai acheté une voiture, je me suis marié, ok, et j'ai tout réalisé avec cette photo-là. Les autres ne se vendent pas vraiment, c'est cette photo, c'est ce tableau-là. Et puis, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour le faire? Il dit, ah, vous savez, quand on est artiste et on a des inspirations, on dit, ah bon? Et je lui ai dit, et si je vous dis que c'est ma photo à moi que vous avez copiée et que vous revendez comme ça? Il m'a regardé et m'a dit, bon,
Cher monsieur, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai, c'est un ami qui a vu la photo dans un studio de photo au bas de la ville, à la Lue. Il a pris la photo de la photo, il m'a apporté la copie. Oh, et c'était même pas l'original, c'était une copie. Une copie. Donc moi, je me suis dégagé, je me suis débrouillé pour peindre l'image. Et depuis lors, ça marche. Et je dis alors, eh bien, vous me devez de l'argent alors, c'est mon travail. Je me dis, ah, cher monsieur, c'est un malheureux. Entre malheureux et bourgeois, vous êtes un bourgeois, il n'y a pas ces histoires. Oh, Au contraire, si vous en avez d'autres à me donner, ok. Je lui ai dit, écoute mon vieux, contente-toi d'avoir cette photo-là. Ok, continue à faire ton argent. Je ne vais pas t'embêter. J'ai l'original moi-même. Ok, à bientôt. On se reverra. Et je suis parti. Là, maintenant, j'ai compris qu'il y avait un marché. mhm. Il y avait un marché. Les photos, quand ils sont en peinture, avaient une autre forme de valeur. C'est ainsi que je me suis mis à réfléchir. J'ai commencé à imprimer mes photos sur tissu, mais c'était encore de la photographie. Je ne voulais pas de la photographie parce que j'ai toujours trouvé que la photographie étant sœur cadette, si tu veux, de la peinture, ok, la photographie n'a pas occupé durant les siècles la place qui lui était due parce qu'on trouve des peintures qui coûtent 100 millions, 80 millions de dollars, des choses comme ça, alors que la photo rarement dépasse 35 000 dollars. Donc, j'avais trouvé que c'était une sorte d'injustice, tu vois. Donc, il fallait trouver quelque chose. Et puis, comme par hasard, un jour à Miami, visitant une librairie, ok, un bookstore, je suis tombé sur un livre qui expliquait comment transformer ces photos en peinture. Pas besoin de te dire, j'ai sauté au plafond. Quand je regardais, ce n'est pas possible. Je suis tout de suite rentré chez moi. J'ai commandé le logiciel. Maintenant, on m'a expliqué le logiciel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, fallait mettre 4 logiciels ensemble et je n'étais pas tellement calé en computer. Donc, j'ai mis les 4 logiciels, j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai vu que la première photo que j'ai sortie, c'était comme une peinture. Et je dis, bon, ça c'est autre chose. Comme j'avais la machine pour imprimer sur toile, ok, j'ai imprimé la photo peinture sur toile. J'ai vu que c'était une peinture. Mais j'ai dit, mais oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais déjà dans ma réserve de photos près de 200 photos prêtes à être transformées en peinture. Quand j'ai appelé mon ami RVD, avec lequel j'avais fait mes débuts en photographie, je lui ai montré ça. Il dit, ah oui, ce que tu viens de faire là, ok, et si tu fais un livre, ça s'appelle Haïti quand la lentille se fait palette. Haïti quand la lentille, c'est-à-dire que ma lentille de la caméra devient une palette de peintre. Très beau nom. Très beau nom. Ok, si c'est comme ça, je vais m'amuser. Et comme je dis, je n'aime rien faire à demi. Je n'aime pas traîner. Je n'ai pas besoin de la première place. Mais la première place, il y a trop de danger là-dedans. Parce qu'il y a trop de compétition. Je me suis dit, bon, mais je ne vais pas traîner à l'arrière comme ça, ok? J'ai décidé d'aller à Saint-Domingue pour travailler mes photos sans problème. Alors, j'ai pris une année sabbatique, l'année 2008-2009, et j'ai été à Santiago et je me suis enfermé avec près de 150 photos à 200 photos et je me suis mis à les transformer en peinture, à transformer mes photos en peinture. Maintenant, quand je fus prêt, je suis retourné en Haïti, okay, avec, disons,
une cinquantaine de photos, ok, bien encadrées, bien agrandies, dans le but de faire une exposition. Nous étions en 2009. Donc, j'ai lancé l'exposition qui a eu lieu à Festival Art, chez Maria Listea. Et puis, j'ai invité des gens. Les gens sont venus en groupe parce que quand je dis, quand tu as l'amitié, écoute, c'est la première chose, les gens vont te suivre. Si tu es courtois, d'abord. Et alors, j'espère avoir été courtois. Maintenant, on a fait l'exposition, le tableau bien encadré, et j'ai mis les prix dessus. Je n'ai pas été de même ordre, ok? C'était $800 la photo. Quel format? Quel format? À peu près 24-36, encadré. J'ai vu que les gens achetaient. Il y avait un Africain, il en a pris 3. Bambankou, on a pris 1. Et écoute, ça partait. En fait, compte sur les 32 photos exposées, 18 sont partis. C'était un seul jour d'expo. Je dis, bon, maintenant, ça c'est notre game. Et j'avais trouvé un nom qui était Pintographie. Ok, c'était le mariage de la peinture et de la photo, que la presse étrangère viendra avec après. Je ne dis pas que la presse m'ait copié, mais c'était une coïncidence. J'étais venu avec le nom avant, Pintographie. Et au contraire, c'est un ami à moi, Richard Beaulieu, qui avait trouvé le nom. Il dit, Henri, ça, c'est pas de la photographie, c'est pas de la peinture, tu fais de la pintographie. Et le nom est resté. Maintenant, après cette exposition, qui a eu lieu en 2009, il y a eu le tremblement de terre en 2010. Là, maintenant, je me suis calmé un peu, 2010, 2011, 2012, j'ai commencé à faire les photos. Puis je me suis dit, bon, ok, maintenant j'ai assez de photos, je vais faire un livre parce que j'ai le titre, ok, j'ai les photos, et ça plaît aux gens, il me manque les histoires. Donc, comme c'était un carnet de notes, je ne voulais pas publier un livre de photographie à feuilleter, avoir des photos. Ok, j'ai voulu raconter les aventures que j'avais vécues en faisant ces photos un peu partout, dans les mondes, dans les provinces, dans les régions les plus reculées d'Haïti, dans la grandance, de raconter comment j'avais vécu ces choses. Il y avait des histoires insolites, des histoires incroyables que les gens n'allaient pas croire, mais j'ai dit, quand même, je vais donner un petit aperçu là-dedans. Quand même si je ne crois pas, on va me prendre pour un superstitieux, n'importe quoi. Mais je dois dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Alors, le livre est écrit en combien de langues? En 2 langues, français et anglais. Pour ne pas faire trop étroit, je n'ai pas pu mettre en créole ou en espagnol, tu vois. Maintenant, quand j'ai fait le livre, c'était les sœurs Roukou et Logo Plus qui ont fait le livre magnifique. Et elles ont fait un travail magnifique, ces dames-là. Elles travaillent bien. Et puis, j'ai décidé de faire la sortie du livre accompagnée d'une exposition au Caribé Center. Donc, j'ai fait l'exposition à Caribé. Le livre sortait. C'était la votre signature du livre. Avec combien de photos? Le livre avait à peu près 150 photos à peu près. Et puis, avec les histoires de Jérémie et Jacmel, les Rara, où je racontais les choses que j'avais vécues. Par exemple, j'ai vécu des choses insolites, des choses, disons, plutôt magiques, des histoires un peu abracadabrantes, tu vois, que les gens Alors, j'ai écrit tout ça dans le livre. Ensuite, j'ai donné des explications et détaillées, mais je ne voulais pas paraître pour quelqu'un de magique ou bien de superstitieux et quelqu'un qui doit être de la blague. Mais Haïti, je profite pour le dire, c'est un pays un peu magique. Et qu'on le croit ou non, il y a des choses qui arrivent, des choses insolites. Moi, j'ai même côtoyé la mort 1 ou 2 fois, ok? Et en allant faire des photos dans des zones reculées.
Comme on dit, j'ai failli me faire manger par des loups-garous. Ok. Donc, j'ai raconté tout ça un peu dans le livre. Et puis, bon, je n'étais pas étonné. Le jour de l'inauguration, tu as la photo de l'inauguration, j'ai vendu 600 livres. Au point que je n'ai pas pu signer ce livre. Les gens sont revenus au studio pendant tout le mois suivant pour faire signer le livre. Les tableaux, j'avais exposé 35, il y a eu peut-être 25 de vendus. Ok, c'était une grande fête. Ok, maintenant, c'était le succès. Et jusqu'à présent, ok, les tableaux se vendent, les pintographies, et le livre arrivé à Miami, et le livre était saturé en Haïti. Malheureusement, le livre ne pouvait pas voyager à l'étranger à cause des prix de transport exorbitants, tout ça. Et comme je l'avais fait beaucoup, et j'avais fait 7000 livres, les 2 premières années, 6000 livres ou 5000 livres ont été vendus en Haïti, mais le Canada, New York, les États-Unis, l'Europe, il y a eu très peu de livres à partir, parce que c'est un livre assez lourd, parce qu'il y a une pochette avec, bon, maintenant que je suis aux États-Unis pour un moment, alors que le pays aille mieux, j'ai commencé à vendre le livre et ça marche très bien. Tu vois, j'ai pas mal de commandes. Maintenant, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que d'abord, l'écriture, les gens s'adorent, ok, et à ma grande satisfaction. Et puis, je raconte comment vivent les paysans, parce que je dors toujours chez les paysans. Je dors toujours chez les paysans. Il y a même des choses, comme j'ai dit là, et des incidents. Pas malheureux, des incidents magiques, si on peut dire, mais qui me sont arrivés. Et voilà, c'est ça le livre, c'est ça l'histoire du livre. Ok, et c'est ça que tu voulais savoir. Oui. Tu as une photo qui représente un homme qui souffle sur un coq. OK? Quand, bon, toi, en tant que Haïtien, tu sais que ce monsieur va préparer son coq pour une bataille. OK? Donc, tu savais, tu connaissais les étapes de la préparation de ce coq-là. Tu es resté, tu l'as pris en photo. Pourtant, tu as une autre photo qui éveille ma curiosité. C'est la photo père et fils dans Rara la Tibonite. Tu as su saisir la minute où le fils donnait à boire à son père. En tant que photographe, comment peut-on deviner? Qu'est-ce qui passe de la tête de photographe? Parce que tu ne savais pas qu'il allait donner à boire à son père. Oui, bon, bien sûr. Maintenant, d'abord, pour le coq, là, tu sais, j'allais très souvent à la petite rivière de Nip. La petite rivière de Nip a une particularité, c'est que quand tu grimpes la montagne qui est juste en face, tu arrives à une localité qu'on appelle Saint-Yves, ou bien Saut-du-Bamil. Et en plusieurs fois, des photographes sont revenus de là et m'ont dit, écoute Henri, il faut que tu ailles dans cette zone parce que c'est une zone où non seulement il y a de jolies cascades, il y a des choses, il y a des pèlerinages, c'est une zone mystique où les gens vont demander on te donne ce que tu demandes. Parce que la zone est dominée par Baon Lacroix et Saint-Yves. Donc, il y a une sorte de, comment dirais-je, une sorte de syncrétisme religieux. Parce qu'après avoir passé à l'église Saint-Yves, qui est un peu plus bas, la même personne continue vers les montagnes et va s'occuper de Baon Lacroix. OK? Là, maintenant, tu fais ta demande, les gens qui vont en prison, si tu as de la famille qui est emprisonnée,
pour n'importe quoi, que ce soit drogue ou vol ou bien n'importe quoi. Tu fais une demande et après 2 ou 3 mois, la personne est libérée. Il suffit de faire une promesse que tu dois respecter. En général, c'est de revenir l'année prochaine pour respecter la promesse. Tu promets ce que tu veux, de l'argent que tu donnes au curé. OK? Un tas d'histoires. Donc, au fait, on ne sait pas si c'est Saint-Yves ou bien si c'est Baron qui a On réglé ne sait la pas. cause. On fait les deux. OK? Donc, je passais et j'allais là-bas peut-être tous les 15 jours. OK? Maintenant, dès que tu arrives, tu sens la vibration, une vibration extraordinaire sur les jours de pèlerinage pour la fête de Saint-Yves, qui est à peu près le 19 mai, je crois. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est plein de gens, je te parle de 20 000 personnes qui couchent à terre, qui louent des petits matelas, des nattes, des choses comme ça, tu vois. Donc, Saint-Yves, c'était mon lieu de prédilection. Et j'ai même une maison à Saint-Yves, OK? Je te dirai de quelle j'étais dessus à la photo. Et, que nous montrons à nos internautes. Ouais. Et maintenant, je vais te dire pour le coq d'abord, avant de venir à la maison. Et moi, en général, quand je photographie les gens, je n'aime pas que les gens soient au courant que je les photographie. Ça gâche l'expression, OK? Et je ne photographie que très tôt le matin et très tard l'après-midi. Entre 5h30 du matin et 8h, c'est mon heure, c'est l'heure où le soleil a une couleur un peu dorée, et tard l'après-midi. Les photos prises entre 10h du matin et 4h de l'après-midi n'ont aucun sens pour moi. Je ne fais pas ça. Ou bien, si je le fais, je retourne en temps opportun pour le faire, et à différents mois de l'année. Pour faire une photo, ça peut me prendre peut-être 10 ans, parfois. Parce qu'à chaque époque de l'année, le soleil a une inclination, tu vois, et une inclinaison, je ne sais pas comment, je ne sais plus, et différente. Tu vois, c'est un angle différent. Donc, maintenant, ce n'est pas le même éclairage. Là, je savais que ce monsieur-là, et tous les matins, alors 2 ou 3 fois par semaine, il préparait son coq pour aller à la Gaguerre. Donc, ce que j'ai fait, j'avais noté l'heure, comme parfois je passais 4 jours de la montagne à dormir, OK, chez les gens, dans une petite maison, ou bien je dormais quelque part. Alors, je me suis embusqué depuis peut-être 5h, 5h30 du matin, sous des arbres, mais bien calé derrière un arbre pour bien le voir. Et c'est ainsi qu'il était en train de préparer. Et puis j'ai fait la photo. Jusqu'à présent, je ne sais même pas s'il a su que sa photo a été faite. Tu vois? Donc, ensuite, la photo dans le Rara et à l'Artibonite, c'était à Jean-Denis. Jean-Denis, c'était peut-être le meilleur Rara du pays. Parce que c'est un Rara qui est financé par la diaspora. Et une bande de Rara peut coûter jusqu'à $100,000 américains. Parce que les gens de la diaspora, qui sont les patrons ou bien les maîtres d'une bande comme Cassifeuille, par exemple, il y a une bande Cassifeuille, dépensent de l'argent pour les uniformes parce qu'à cette époque-là, ils rentrent pour faire leurs affaires, régler leurs affaires avec les lois, tout ça, et investissent de l'argent. Maintenant, le Rara n'est pas aussi simple que le croit, parce que c'est d'après les rêves que fait le chef Rara, et qu'on doit savoir quel genre d'uniforme porter cette année, comment doit être la musique, ainsi de suite, un tas de rituels, OK, auxquels j'ai assisté. Tu vois, le rituel avant de sortir dans la rue, pour qu'il n'y ait pas de mort, le rituel de rentrée, OK, il y a toute une histoire. Donc, j'étais comme ça, et dans une bande de Rara, et j'avais vu le petit tonton là avec le chapeau, et de temps en temps, il dansait, mais son fils, lui,
dansait un peu à 4 ou 5 mètres de lui. Pardon, il y avait une bouteille de rhum en main. À un certain moment, j'ai vu qu'il s'avançait du père. Automatiquement, je me suis dit, bon, écoute, s'il prend la chance de donner à boire, j'ai la photo. Si c'est pas ça, bon. Et puis, j'ai cadré. Et au moment, il donnait le rhum au père, et puis j'ai déclenché. Il y a une seule photo. Et Barbancourt a acheté cette photo. Très belle photo. A acheté une copie. J'ai voulu leur vendre l'exclusivité. Bon, il n'y avait pas d'argent parce que je demandais beaucoup aussi. Je demandais $30,000 pour la chose. Il trouvait que c'était un peu cher. Je dis, OK. Moi, je pouvais continuer à vendre cette photo. OK. Mais c'était une photo extraordinaire. Barbancourt a acheté, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. OK. Et puis, voilà. Bien, chers amis, notre émission a largement dépassé le temps qui lui est alloué, car Monsieur Henry n'a pas seulement la plume facile. Comme vous l'avez constaté, il est un orateur captivant. Comme il nous l'a fait remarquer, il est toujours en quête d'innovation. Et l'émission Moins C n'y a pas échappé. Pour la toute première fois, nous aurons une entrevue en 2 parties. Monsieur Henry a encore des histoires insolites à nous raconter et de magnifiques photographies à nous montrer. Je vous dis à samedi prochain pour la suite de l'émission Moins C, Monsieur Henry. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C on artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.